Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Et puis, ben voilà, ce soir, je vais vous parler de recherche full text en japonais. Alors, je me présente, hein, je suis Jean-Christophe Sirot, je suis développeur Java à la base, même si j'ai fait d'autres choses dans ma vie. J'aime bien les jeux vidéo. Je suis membre du Paris Jug. Je suis membre aussi de l'organisation des Kubernetes Community Days à Paris. Mais aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de toute autre chose. Je vais vous parler de ma passion pour le japonais. Japonais, c'est une langue que j'apprends depuis environ 6 ans. Après un voyage au Japon, un voyage presque par hasard, j'ai bien aimé le pays, j'ai adoré la langue et je me suis dit que ce serait un bon challenge d'apprendre la langue. Donc j'ai commencé à travailler d'abord tout seul, puis ensuite en prenant des cours. Et ben, dans le cadre de cet apprentissage, je me suis retrouvé à travailler sur un projet perso pour améliorer. En fait, j'avais des soucis avec l'apprentissage du vocabulaire. Et donc, pour travailler ça, je me suis dit, je vais aller chercher en fait des documents en japonais, des vrais documents en japonais. Je vais aller scraper en fait des articles de presse. Et puis, je vais les mettre dans une base de données pour pouvoir rechercher en fait des vraies phrases de japonais qui contiennent certains mots de vocabulaire. Donc au début, c'est rigolo, on fait ça, on va parser du HTML, c'est machin. Et puis arrive le moment où il faut analyser en fait la syntaxe de la phrase. Et au début, j'ai fait des petites choses à la main. Et puis je me suis dit, ben non, en fait, il y a des outils pour faire ça. Et même si moi, je n'étais pas un utilisateur d'Elasticsearch, je connaissais quand même l'outil. Et je me suis dit, allez, on va regarder ce qu'on peut faire avec. Alors, je vais demander aux spécialistes de me pardonner, c'est de la vulgarisation, mais comment ça marche en fait un analyseur de documents dans Elasticsearch? En fait, il y a un pipeline qui est divisé en 3 parties. On a une entrée qui va d'abord rentrer dans ce qu'on appelle character filters. Alors, character filters, en fait, ça va prendre votre flux de caractères et ça va appliquer potentiellement un traitement dessus. Alors, j'ai des exemples après, vous verrez, on va utiliser ça. Ensuite, des caractères filters, vous pouvez en avoir entre 0 et n. Ensuite, vous avez un tokenizer. Alors, le tokenizer, lui, il va prendre la chaîne d'entrée et il va la découper en tokens. Un token, ça peut être un mot ou plusieurs mots ou des choses en fait avec des métadatas. Et enfin, après, vous avez les token filters. Alors, c'est pareil, vous pouvez en avoir 0 jusqu'à autant que vous voulez. Et ça va appliquer en fait un traitement sur votre token. Donc ça peut en ajouter, ça peut en supprimer, ça peut en transformer. Et puis à la fin, vous vous retrouvez avec une liste de tokens, et c'est cette liste de tokens qui va rentrer en fait dans l'index inversé, qui sert ensuite à faire des recherches. Alors, dans Elasticsearch, il y a par défaut, hein, il y a des analyseurs qui sont là de base. Et il y en a un, le plus simple. Alors le plus simple, j'imagine, c'est celui qui s'appelle Simple, mais il y en a un qui s'appelle Standard, qui implémente un algorithme en fait, qui est défini dans Unicode, qui, globalement, et encore là, c'est une grosse simplification, va couper vos chaînes de caractères selon les espaces. Alors, les espaces, l'abulation, les retours à la ligne, la ponctuation, des choses comme ça. Donc si on prend un exemple, et ça c'est l'exemple qui est donné dans la documentation d'Elastic, vous avez cette phrase, the two quick brown foxes jumped over the lazy dog's bone, et à droite vous avez en fait la liste des tokens qui sont retournés quand vous utilisez l'analyseur standard. Très bien. Ben, prenons une phrase en japonais. Télévidé anime o miru no ga daisuki desu. J'aime beaucoup regarder des animés à la télévision. Passons-le dans l'analyseur standard. On obtient ça. Alors, si vous ne connaissez pas le japonais, vous ne pouvez pas forcément dire grand-chose. Il n'empêche que moi, je peux vous dire que ce découpage-là, il ne veut rien dire. On a en fait beaucoup de caractères qui sont tout seuls. On a certains groupes de caractères qui sont ensemble. Mais à partir de ça, on ne peut rien faire. C'est comme si, en fait, on prenait le mot, je ne sais pas, segmentation, et puis que notre analyseur il nous sortait seg et mentation. Ça n'a aucun sens. En fait, si on regarde le japonais, c'est très particulier parce qu'il y a 2 caractéristiques principales qu'il faut voir. La première, c'est qu'il n'y a pas d'espace. En japonais, vous écrivez tout directement, sans séparer vos caractères. Chaque caractère rentre dans un carré et tous les caractères font la même taille. Donc,
il n'y a pas besoin d'espace à cause du contexte. Et ensuite, deuxième caractéristique, c'est que le japonais utilise simultanément 3 systèmes d'écriture. Les katakana, alors ces katakana sont en bleu sur la slide. Les katakana, ils servent globalement à écrire les mots étrangers. Ils servent à faire ce que j'appelle de la mise en valeur, c'est l'équivalent des italiques en français, par exemple. Ça sert aussi, par exemple, à écrire les interjections. Si vous lisez des mangas, quand on lit des mangas en japonais, on voit souvent que les cris, les choses comme ça, sont souvent écrites en katakana. Ensuite, vous avez les hiragana. Les hiragana, c'est un autre jeu de caractères, c'est un autre syllabaire, comme les katakana, donc chaque caractère représente une syllabe. Les hiragana, ils servent ici, alors principalement dans cette phrase-là, ils vont servir à marquer la grammaire, ce sont les marqueurs de la grammaire. Par exemple, si vous voyez, vous avez le caractère wo, qui en l'occurrence se prononce o, qui est le marqueur du COD dans la phrase. Voilà. Ça sert aussi à écrire des mots japonais, vraiment des mots d'origine japonaise. Et les kanji, ce sont les caractères chinois, ou les caractères d'origine chinoise, qui ont été importés, en fait depuis la Chine et surtout depuis la Corée, et qui servent à écrire aussi les mots japonais. Alors, il y a des mots qui s'écrivent soit avec des hiragana, des mots qui s'écrivent soit avec les kanji, voire il y a des mots qui peuvent s'écrire des 2 façons différentes. Vous allez voir, c'est assez joyeux tout ça. Alors, comment on fait maintenant pour segmenter du japonais? On va utiliser un analyseur en fait, qui est fait pour ça. Alors, il en existe un dans les accessoires, il s'appelle Kuromoji. Ça veut dire les caractères noirs. Bon, je sais pas. Kuromoji, en fait, il va donc prendre votre phrase en japonais et il va vous sortir, alors je les ai mis à droite ici, il va vous sortir en fait 4 tokens. Terebi, anime, miru et daisuki. Alors, terebi, c'est la télévision, anime, c'est les animés, miru, c'est le verbe regarder, et daisuki, ça veut dire aimer beaucoup. On remarquera que cet analyseur-là, il a fait des choses qui sont un petit peu plus utiles. Déjà, il a coupé les mots, il a coupé au bon endroit. Il a enlevé les marqueurs de la grammaire dont on n'a pas besoin. C'est comme si, en fait, quand on fait une analyse de texte en français, on va supprimer le, la, les, un, une, etc. Il a, alors ici on ne le voit pas, mais il a fait aussi des choses comme, il a pris nos verbes, il les a mis à la forme, en français on dirait, il les a mis à la forme infinitif. En fait, il les a mis à ce qu'on appelle la forme du dictionnaire. Alors là, on ne voit pas la différence parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué avec une forme différente. Donc, mais c'est quelque chose qu'il fait. Et ensuite, daisuki, daisuki, lui c'est un adjectif, il est utilisé tel quel comme ça, on n'y a pas touché. Alors petite démo. Ça, je vous ai montré, c'est l'analyseur standard. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Ou alors peut-être que je peux agrandir un peu. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc hop, on fait ça. Donc là, on voit la découpe que je vous ai montrée tout à l'heure. Chaque caractère en fait est découpé de façon quasiment unique, mis à part en fait les 2 mots qui sont en katakana, donc terebi et anime. Par contre, si je veux utiliser Kuromoji, alors hop, je vais vérifier que je n'ai pas d'index. Non, je n'ai pas d'index. Je vais lancer ça. Donc là, j'ai créé, en fait, je crée un index et surtout, je définis mon analyseur. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si je fais l'analyse, hop, je retrouve bien en fait mes 4 tokens, terebi, animé, etc., etc. Alors, dans mon analyseur, qu'est-ce que j'ai? D'abord, j'ai le tokenizer. Le tokenizer, je vous ai dit, il est tout seul. Lui, il va couper les différents mots de notre phrase. Ensuite, j'ai un caractère filter, alors qui est le ICU normalizer. En fait, ce caractère filter-là, il va normaliser en fait nos caractères. C'est-à-dire que vous avez des caractères qui sont dans Unicode, vous avez des caractères simple largeur, double largeur, etc. Le ICU normalizer, il va revenir sur des caractères simple largeur partout. Et puis ensuite, vous avez tout un tas de filtres. Alors, vous avez le base form qui, lui, je vous ai dit, en fait, va reprendre, va transformer en fait les différents tokens sur leur forme de base.
Part of speech, donc ça va en fait supprimer, pardon, ça va en fait taguer les tokens, par exemple tout ce qui est marqueur de la grammaire. Ça veut dire, ah, ben ça c'est une particule, ah, ça c'est un adjectif, ou alors un pronom personnel, ou ça va être un pronom possessif, etc. Donc le participe va servir à taguer ça. Le stop, lui, va supprimer en fait toutes les choses qui n'ont pas beaucoup de sens, qui ne sont pas utiles en tout cas pour notre analyse. Donc justement, les particules, les choses comme ça. Le stemmer, lui, va prendre vraiment justement la racine. Donc, comme je vous ai dit, si on a un verbe qui est conjugué, et on va retomber sur la forme du dictionnaire. Ou si on a un adjectif qui est conjugué, parce qu'en japonais, on conjugue les adjectifs aussi, on va retrouver sur la forme du dictionnaire. Et enfin, le lowercase, en fait, je le mets parce que en japonais, je vous dis, il y a 3 systèmes d'écriture en parallèle. En fait, c'est pas vrai, parce que vous avez aussi trouvé des caractères latins, parfois, pour écrire des noms de marques ou pour écrire des choses en fait qui n'ont pas forcément de contrepartie en japonais. Alors, voilà, on est content, ça marche. Donc, combien de temps j'ai mis? Voilà, 10 minutes. Non, en fait, c'est pas vrai. Alors si, c'est vrai, ça marche, sauf qu'on peut faire mieux. Je vous ai mis une autre phrase ici. Asa hachiji ni Kansai kokusai kuko ni tochaku shita. Ça veut dire « Je suis arrivé à l'aéroport international du Kansai à 8 h du matin ». Moi, ce qui m'intéresse en fait dans ces phrases, c'est ce mot-là. Kansai kokusai kuko. En fait, c'est un vrai mot. Il est dans le dictionnaire. Vous le cherchez, il est dans le dictionnaire. Ça veut dire aéroport international du Kansai. C'est comme si en fait vous cherchiez aéroport Charles de Gaulle. Aéroport Charles de Gaulle, il est dans le dictionnaire. Donc, c'est un token. Et si j'analyse en fait ce token, alors je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais si j'analyse cette phrase, il va me sortir Kansai kokusai kuko comme un seul mot, comme un seul token. Alors, oui, très bien, c'est bien si je cherche ce mot-là, mais si je cherche en fait des documents qui ont rapport avec le Kansai. Alors le Kansai, c'est la partie du Japon, en fait, c'est la région du Japon où se trouvent Osaka et Kyoto. Et si je cherche des choses sur les aéroports, Kuko, ça veut dire aéroport. En fait, Kansai, c'est la région, Kokusai, ça veut dire international, et Kuko, ça veut dire aéroport. Si je cherche des documents qui parlent d'aéroport, j'aimerais bien que mon document y ressorte. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est au niveau du tokenizer, on peut définir un mode de tokenisation. Il y en existe 3. Le premier, c'est normal. C'est celui qu'on a utilisé pour l'instant. Et celui-là, lui, il va sortir en fait un token, celui le plus gros token qu'il a trouvé, parce que finalement, le plus gros token qu'on trouve, c'est souvent celui qui est le plus précis. Je vais donner un exemple que j'utilisais souvent à l'époque où je faisais du traitement naturel du langage. C'est si dans un document, je trouve la guerre des étoiles, ça ne parle ni de guerre a priori, ni d'étoiles. Ça parle de cinéma. Donc la guerre des étoiles, c'est un token à lui tout seul qui a du sens. Et c'est un peu le cas ici aussi. Ici, on parle de l'aéroport international du Kansai. Mais j'ai aussi envie d'avoir des informations sur l'aéroport et le Kansai. Donc je vais passer dans un second mode du tokenizer, qui est le mode search, qui lui, en fait, va, au lieu de me trouver qu'un seul token, il va m'en trouver plusieurs. Et si je lui demande d'analyser en fait ce token, je vais retrouver en fait, il va me produire, le tokenizer va me produire 4 tokens différents. Le premier, c'est le mot complet. Le deuxième, c'est Kansai, la région. Le deuxième, c'est Kokusai, international. Et le troisième, c'est Kuko, l'aéroport. Et ça, c'est bien parce que si je fais une recherche après et que je cherche aéroport, ce document-là, il va ressortir. Alors, je pourrais vous faire une démo, mais on va avancer. La deuxième chose que je voulais présenter, c'était la gestion des caractères latins. Alors, j'ai vu qu'on parlait d'intelligence artificielle, alors je vous ai mis le titre d'un article que j'ai trouvé, c'est un vrai titre d'article, qui dit que, alors je ne vais pas vous le lire, parce qu'il est tard, mais en fait, cette phrase-là dit le lead de l'intelligence artificielle chez Google a quitté l'entreprise. Alors, c'est un article qui date du mois de mai, si je me souviens bien. Donc qui expliquait des choses sur l'intelligence artificielle chez Google et le fait que le lead avait démissionné. Moi, il y a 2 mots qui m'interpellent là-dedans. Le premier, c'est celui-là, Jinko Chino. Ça veut dire intelligence artificielle. Et ça veut vraiment dire, Jinko, ça veut dire artificiel, et Chino, ça veut dire intelligence.
Et le deuxième mot, c'est Guguru. Guguru, c'est la façon de prononcer Google à la japonaise. Et vous remarquez qu'ici, Google n'est pas écrit Google, il est vraiment écrit en katakana. C'est un mot étranger, mais il est écrit en katakana, même si c'est, comme je vous avais dit, hein, une marque ou un nom d'entreprise. Vous allez trouver des articles où Google sera écrit avec des caractères latins. Et vous allez trouver aussi des articles où, au lieu de trouver Jinko Chino, vous allez trouver IA, en caractères latins aussi. Et ça, c'est embêtant parce que quand je vais ingérer tous mes documents, ben, j'aimerais bien que si je cherche Google, il me ressorte les documents où c'est écrit Google, et puis j'aime bien qu'il me ressorte aussi les documents où c'est écrit Google. Voire même qu'il me ressorte les documents où c'est écrit alphabet. Alors comment on fait ça? Eh ben, on va utiliser un filtre. Non pas. Alors, attendez, j'ai peut-être une bêtise. Alors je vais aller vérifier. C'est un filtre, je crois bien. Hein. Un filtre de synonymes. Et donc je viens lui dire, ah ben voilà, regarde, rajoute-moi ces synonymes. Alors là, je les ai mis inline, mais on peut aussi les avoir dans un fichier. Hein. Et donc je lui dis, ben, le synonyme de l'intelligence artificielle, alors, tiens, j'ai mis en français dans mon exemple, c'est ça, et le synonyme de Google, c'est ça. Si bien que, là je vais faire une petite démo quand même. Oui. Alors, hop. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure. Je supprime l'index, je le recrée avec une configuration légèrement différente. Donc j'ai rajouté en fait mon filtre de synonymes. Et ici, j'ingère en fait trois documents différents. Alors c'est 3 fois en fait la même phrase, sauf que ici j'ai mis AI au lieu de mettre Jinko Chino, et ici j'ai mis Google au lieu de mettre Google. Et ensuite, je vais faire une recherche, je lui dis, ben, vas-y, donne-moi tous les documents que contiennent Google. Et là, normalement, il devrait me trouver effectivement 3 documents, donc les 3 documents que j'ai ingérés. Pareil, si je cherche IA, il va me retrouver normalement les 2. Ah, il m'en trouve que 2. Il m'en trouve que 2. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah là, il m'en trouve qu'un seul. IA, non? IA. Ah, c'est parce que j'ai mis AI ici. Ah, attendez, on va faire ça alors. Ah, qu'est-ce que j'ai mis dans mon... Non. J'ai IA, donc je vais mettre IA. Voilà, je réingère. Voilà, et normalement, j'ai fait des... Et là, j'ai plus rien, et il faut que je mette IA. Oui, j'allais dire, j'ai fait des tests et ça marchait tout à l'heure. Voilà. Donc on trouve bien 3 documents. Donc ça permet de gérer les caractères latins qui apparaîtraient dans le document, et puis surtout de gérer, alors c'est pas spécifique au japonais, mais en japonais, on a tendance à l'utiliser justement pour pouvoir gérer ces cas où on va avoir des mots qui vont s'écrire en japonais et des mots qui vont s'écrire en anglais, alors surtout en anglais. Le japonais est une langue qui est très perméable en fait aux mots étrangers. Alors c'est dû à plein de choses, c'est dû à son histoire, c'est aussi dû à l'occupation du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a énormément de mots anglais en japonais. Et il y a même encore aujourd'hui des mots qui rentrent en fait dans le vocabulaire de tous les jours. Un exemple que me donnait un de mes amis justement qui vit au Japon, il me disait il y a un mot japonais pour dire le sucre, c'est sarato. Sauf qu'en fait, les jeunes, ils n'utilisent plus ça. Ils utilisent sugar. Sugar. Voilà. Évidemment, c'est toujours prononcé à la japonaise, donc en fait, vous ne comprenez pas. Hein. C'est une des grosses difficultés, moi, je trouve, de la compréhension, c'est qu'on a beaucoup de mots d'origine anglophone, prononcés à la japonaise, qui est extrêmement difficile à comprendre. Alors, troisième point, et probablement on rentre un peu dans le dur là, c'est kanji versus kana. Alors, kana, c'est hiragana et katakana, c'est-à-dire les 2 syllabaires qui servent à écrire le japonais. Les kanji, je vous dis, c'est les caractères de ligne chinoise. Je vais donner 2 exemples. Là, vous voyez, le premier mot, c'est kaisha, ça veut dire entreprise. À côté, c'est écrit kaisha en hiragana et c'est écrit kaisha en katakana. Alors, ça veut dire la même chose, ça veut dire entreprise, c'est juste que ça ne s'écrit pas pareil. Mais ces 3 orthographes
sont parfaitement licites. En dessous, c'est denwa, ça veut dire l'appel téléphonique. Et c'est pareil, c'est écrit denwa en hiragana et denwa en katakana. Alors, ma question, c'est, aujourd'hui, j'ingère mon document, c'est écrit kaisha en kanji, parce que souvent, on va le trouver comme ça. Mais si moi, apprenant, je ne sais pas l'écrire en kanji, alors kaisha, je sais l'écrire, c'est un des premiers mots qu'on apprend, mais il y a des mots compliqués. Vous savez, vous les avez entendus, vous avez entendu à l'oral, en regardant un animé ou un drama, et vous voulez faire une recherche. Quand on ne sait pas l'écrire, on ne sait pas l'écrire. Ça va être compliqué à inventer. Donc on va utiliser les hiragana ou les katakana pour faire une recherche. Sauf que, pour l'instant, tel qu'on a configuré notre analyseur, ça ne marche pas. On va être coincé parce que si je tape kaisha comme ça, et que c'est le mot en kanji qui est indexé, il n'y a aucune raison qu'on le trouve. Alors, on va voir, il y a une astuce. Une astuce, c'est avec l'analyseur Kuromoji, il y a un filtre qui arrive qui s'appelle Reading Form. Kuromoji Reading Form. En fait, ce filtre, il va prendre tous les mots, en fait, tous les tokens, et il va les transformer en leur lecture, c'est comme ça qu'on appelle en fait. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les tokens et il va les écrire en katakana. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce token et on va créer un autre analyseur qui va utiliser ce filtre. Si bien qu'on va avoir en fait deux analyseurs, un qui va générer les tokens tels qu'ils sont dans le document et un autre qui va prendre les mêmes tokens, mais qui par contre, au lieu d'utiliser les caractères qui sont dans le document, va utiliser les katakana. Et on va utiliser en fait une fonctionnalité d'Elasticsearch qui est le multifield. Donc on va avoir en fait deux champs, on va avoir deux champs dans notre document qui vont être peuplés au fait automatiquement. Un avec notre recherche sur le document original et un avec notre recherche avec les katakana. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démo. Alors il faut que je trouve le bon step. Peut-être celui-là. Alors, on supprime notre index. Donc ici j'ai rajouté, mon filtre katakana reading form. Alors en fait le filtre il a une option qui permet de dire soit tu utilises les katakana, soit tu utilises les romaji. Les romaji en fait c'est la transcription en caractère latin des mots japonais. Moi je préfère utiliser les katakana. Voilà, on a créé. Donc ce qui se passe ici, c'est que dans la définition en fait de mon index, j'ai bien précisé dans les champs. Donc, j'ai un champ de type texte, un champ qui s'appelle texte, qui est type texte, qui utilise le Kuromoji Analyzer. Et j'ai un sous-champ, alors je ne sais pas comment on l'appelle, multi-champ, sous-champ, qui lui s'appelle katakana. Donc, on utilise la notation pointée en fait pour le référencer, qui est aussi de type texte et qui lui utilise l'analyzer katakana analyzer. Alors, si on regarde en fait ici, je reprends mon exemple avec Google. Google est une entreprise internationale, c'est ce que dit le document ici. Je mets en route. Donc là, je retrouve bien Kaisha et Kokusai, donc les mots tels qu'ils sont dans le document. Mais si j'utilise mon katakana analyzer, et bien ici je retrouve Kokusai, mais en katakana, et je retrouve bien Kaisha aussi, mais également katakana. Si bien que si je fais une recherche, alors je vais injecter un document, et si je fais une recherche, je lui dis, vas-y, recherche-moi Kokusai, donc le mot international, mais dans les champs texte et texte.katakana. Elle dit, ah, je l'ai trouvé, et voilà le document. Alors, effectivement, là, c'est exactement ce qu'on attend, puisqu'on n'a rien fait de plus que sur les exemples précédents. Par contre, si je lui dis, tiens, trouve-moi Kokusai, cette fois-ci, je l'écris en katakana, eh bien, ça marche aussi. Même si, en fait, ce mot-là, tel qu'il est écrit ici, n'est pas dans le document, je l'ai quand même trouvé. Dernière chose, c'est que si je recherche le mot ici en hiragana, donc avec l'autre syllabaire, là, ça ne va pas marcher, parce que on ne l'a pas indexé. Alors, comment on peut faire?
Eh ben, j'ai une astuce. Elle est un peu moche, mais elle fonctionne à peu près. On va rajouter un caractère filter qui va transformer en fait nos hiragana en katakana. Alors attention, attention les yeux. Et quand je dis c'est un peu moche, c'est que c'est effectivement... Je l'ai fait à la main. Le gros avantage, c'est qu'en fait, les katakana et les hiragana, en fait, il y a une équivalence 1 pour 1. En fait, les caractères sont les mêmes, ils ne s'écrivent pas pareil, mais vous avez exactement les mêmes caractères dans les deux syllabaires. Donc on peut vraiment, voilà, je dis, ben voilà, ça c'est un ki en hiragana, et ça c'est un ki en katakana. Et puis là, c'est un ha en hiragana, et ça c'est un ha en katakana. Donc je l'ai fait à la main. Bon, ça m'a pris 10 minutes, hein, c'est pas extrêmement compliqué. C'est pas super lisible non plus. Mais ça fonctionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mon filter. Alors là, j'ai supprimé. Non, j'ai supprimé ou j'ai pas supprimé? J'ai supprimé, donc je le recrée. Voilà. J'ai rajouté mon filtre, mon caractère filter, et j'ai fait une subtile modification quand même. C'est que dans le champ text.katakana, j'ai défini, en fait, j'ai un analyseur quand j'ingère mes données, qui est le Katakana Analyzer, donc c'est exactement ce qu'on faisait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire on transforme tous les tokens en leur écriture en katakana, mais quand je fais une recherche, j'utilise le Katakana Search Analyzer, qui lui est super simple, puisqu'il utilise donc mon caractère filter et un tokenizer keyword. En fait, là, l'objectif, c'est de dire, je te donne des caractères, tu ne fais rien avec, tu te contentes de les transformer, et c'est ce que je te donne que tu vas aller en fait passer. Parce que si on utilisait l'analyseur, le tokenizer Kulomoji, il aurait tendance en fait à aller redécouper en fait ce qu'on lui donne. Avec certains mots, ça se passe bien. J'aurais pu faire l'exemple avec Kaisha, et Kaisha, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'on lui donne Kaisha en hiragana, et le tokenizer, il va me sortir Kaisha en kanji. Donc, il n'y aurait même pas besoin de l'astuce. Mais il y a des mots pour lesquels ça ne fonctionne pas, parce que je prends l'exemple de l'aéroport international du Kansai. Le Kulomoji, le tokenizer, il va découper en... Ça dépend comment il est configuré, mais il peut découper en plus petits tokens. Et dans ces cas-là, on ne trouvera pas les informations. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, mes exemples devraient fonctionner. Donc si j'ingère mon document, il est là, voilà. Je vais ingérer mon document, donc toujours la même phrase, hein, sur Google, qui est une entreprise internationale. Ça, c'est les recherches, donc elles devraient toujours fonctionner. Ces recherches précédentes, effectivement, je cherche le mot en kanji, je cherche le mot en katakana, et si je cherche kokusai en hiragana, il devrait me trouver, et il me trouve bien le document en question. Alors, 2-3 types supplémentaires. Il y a un caractère filter dont je n'ai pas parlé, c'est le iteration mark. C'est un truc magique aussi en japonais. Vous avez certains mots qui s'écrivent en fait 2 fois le même caractère. On écrit le premier caractère et puis on écrit ce caractère-là à côté pour dire « Ah, c'est le même qu'avant ». Donc ça, c'est un caractère filter super simple, hein. Si on le trouve, on remplace ce caractère par celui qui était précédemment. Donc vous avez deux exemples qui sont utilisés super souvent, qui sont Tokidoki, qui veut dire de temps en temps, ou Hitobito, les gens. Ça veut dire les gens. Le deuxième, c'est le dictionnaire personnalisé. Un dictionnaire personnalisé, en fait, ça permet de rajouter des mots en fait, dans le dictionnaire du tokenizer. Donc je vais donner un exemple ici, qui est un exemple qui est sorti de la documentation, je crois, ou d'un blog post que j'ai mis en ressources. De temps en temps, vous allez tomber sur des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, parce que le dictionnaire, il a déjà quelques années, et il n'est pas forcément mis à jour très souvent. Donc par exemple, ici, c'est Tokyo, que je ne dis pas de bêtises, Tokyo Sky Tree, donc la Tokyo Sky Tree, qui est la plus grande tour de Tokyo, qui est une antenne qui se visite. Ce mot n'est pas dans le dictionnaire. Donc en fait, le découpage ne se fait pas forcément comme vous voulez. Vous avez envie que le token soit Tokyo Sky Tree, parce que si vous recherchez ça, vous avez envie de le trouver. Donc c'est possible de rajouter, soit de façon inline, comme j'ai donné dans l'exemple, ou alors en donnant un fichier.
Alors le format, il est un peu bizarre. Enfin, il n'est pas bizarre, mais parce qu'il est défini selon... c'est le même format que le dictionnaire qui est utilisé par l'analyseur. Mais il faut donner le mot, puis sa lecture, ou ses lectures, et puis à la fin, il faut indiquer quelle est son part of speech, quelle est sa fonction grammaticale. En l'occurrence, ici, c'est écrit, c'est un nom commun, commun, un nom custom. C'est écrit un Kasutomu custom. Alors, quelles sont les limitations, pour terminer, les limitations de Kuromoji? Eh ben, je vous ai dit, le dictionnaire, il n'est pas super à jour. La dernière mise à jour, elle date de 2007. Le dictionnaire, il s'appelle iPadic. Alors, c'est un dictionnaire qui est utilisé par tous les analyseurs morphologiques de japonais, ou peu s'en faut. C'est un truc qui est solide hein, sur ce qui existe, mais dernière mise à jour 2007, donc il y a des choses qui ne sont pas forcément dedans. Par exemple, Google, le nom Google n'est pas dans le dictionnaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu rajouter en fait, cette chose bizarre avec les synonymes pour lui dire attention, Google en caractère latin, c'est la même chose que le Gugulu en hiragana. Il y a une segmentation qui est parfois discutable. Alors ça, c'est des... Je l'ai pris parce que je l'ai trouvé sur plusieurs blog posts. Moi, j'ai jamais rencontré trop de problèmes, mais c'est peut-être aussi parce que je ne travaille pas sur du japonais extrêmement compliqué. Mais il y a un certain nombre de points qui étaient soulevés sur le fait que les informations, les méta-informations qu'il y avait dans le dictionnaire faisaient que parfois on ne s'était pas découpé comme il aurait fallu. Et enfin, et je pense que c'est le point le plus important, c'est les problèmes de normalisation. En japonais, on peut écrire la même chose de plein de façons différentes. Alors, vous avez vu avec les katakana, les hiragana, les kanji, c'est-à-dire qu'on peut écrire un même mot de plusieurs façons différentes, mais même un même mot peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Alors, je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est miru, le verbe voir, que j'ai utilisé dans ma première phrase. En fait, on le voit plus souvent dans la deuxième. Ça, c'est la forme que j'avais utilisée dans l'exemple, tout au début, quand je parlais de regarder des animés à la télé. En fait, on le trouvera plutôt dans cette forme-là. Uchikomu, ça veut dire frapper la balle, comme une balle de golf, ou frapper un clou avec un marteau. Ça s'écrit soit comme ça, soit comme ça. Les deux orthographes sont autorisées. En fait, la forme normale, c'est celle de droite. Sauf que quand vous avez ces deux mots, vous faites une recherche, vous avez envie de pouvoir trouver, vous tapez la première, vous avez envie de pouvoir trouver la deuxième. Et j'ai envie de dire vice-versa, quand vous ingérez des documents, vous avez envie que ça fonctionne de cette façon-là. Et puis le dernier exemple que je donne, c'est Tabechai Kenai, ça veut dire, que je ne dise pas de bêtises, il faut manger, oui non, il est interdit de manger plutôt. Il est interdit de manger. Tabechai Kenai, c'est une version un peu, je ne vais pas dire mal polie, mais c'est une version un peu rapide. La forme qu'on vous apprend à l'école, c'est Tabetewa Ikenai, il est interdit de manger. Ou ne mange pas plutôt, d'ailleurs, plus qu'il est interdit, c'est plutôt ne mange pas. Tabecha Ikenai, c'est des choses qu'on va dire entre amis. Tabetewa Ikenai, c'est un peu plus poli. Et c'est des contractions, c'est ce genre de contractions, on va la retrouver plusieurs formes grammaticales en japonais. Et c'est pareil, on a envie que ces différentes contractions possibles en fait, soient toutes normalisées pour pouvoir faire des recherches qui sont efficaces. Il y a une solution. Alors, il y a une solution que j'ai découverte qui est assez récente. C'est Sudachi, c'est un autre analyseur morphologique. Il a l'avantage d'être aussi écrit en Java. Il a un plugin Elasticsearch. Alors, il a un plugin, il est écrit en Java, mais le plugin Elasticsearch est écrit en Kotlin. Il a, moi je trouve, deux gros avantages. Le premier, c'est que le dictionnaire est à jour. Alors, il a été patché. Il y a un article. Les gens qui ont fait Sudachi ont écrit un article où ils expliquent pourquoi ils sont mieux que les autres. Moi, j'ai retenu vraiment deux choses. C'est que le dictionnaire, il a été mis à jour avec plus de mots, des choses un peu plus récentes. Et surtout, ils ont patché tous les petits problèmes qu'ils ont réussi à remonter du dictionnaire iPadic. Et aussi, il y a un token filter pour la normalisation. Donc, tous les problèmes en fait, que je vais remonter ici, qu'il faut traiter en fait, à la main avec Kuromoji,
En fait, ces problèmes, entre guillemets, ils sont traités automatiquement par un token filter au niveau de Sudachi, et puis ça, c'est quand même vachement agréable quand on l'utilise. Les ressources, alors bon, ça sera, je mettrai ça en forme, et puis vous pourrez retrouver, alors si ça vous intéresse évidemment, vous pourrez retrouver. J'ai mis à la fin une liste d'indicateurs morphologiques qui existent pour le japonais. Donc j'ai dit il y a Kuromoji et Sudachi. Alors, les deux sont en Java ou en technologie JVM, et les deux ont un plugin Elasticsearch. Alors, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est pareil, c'est pas compliqué à installer, même Sudachi, faire un Elastic install ou Elasticsearch install, et puis l'URL vers le zip sur GitHub, et ça marche tout seul. Il y a Mekab, c'est un peu l'ancêtre, il est écrit en C++, et puis il est utilisé partout. Ichiran, qui est le plus particulier parce qu'il est écrit en Common Lisp. Alors, je ne sais pas bien comment ça marche. J'ai essayé de le compiler, il y a une grosse base PostgreSQL à côté avec justement le dictionnaire. Mais bon, il y a des images Docker et qui marchent toutes seules, en fait, qui exposent même en fait une API, alors je ne vais pas dire REST parce que ce serait un grand mot, mais on va dire une API web. Qui est super, en gros, on fait un get avec une phrase et puis il nous renvoie. Il renvoie plein d'informations super intéressantes que les autres ne donnent pas, sur la structure grammaticale et sur plein d'éléments grammaticaux qu'on n'a pas forcément avec les autres analyseurs. Mais je trouve que c'est super intéressant pour les apprenants. Et Kagome, qui est un analyseur en Go, que je n'ai pas utilisé, mais qui a priori fonctionne bien, et puis qui est en fait un port de Mekab, mais en Go. Sur ce, ben, je vous remercie beaucoup. Les slides viennent de SlidesGo, je voulais juste le dire parce que je les trouve jolis. Et puis, ben, il faut faire l'attribution si on les utilise, donc comme ça c'est fait. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis merci.